plusieurs choses, je pense, et cela me vient de contacts que j'ai avec elle. Ça me vient aussi, alors des contacts que j'ai avec des gens de ma propre famille en Belgique ou en France, des contacts que j'ai ici avec des personnes, et puis de toute une série de blogs, de lieux, d'informations où les personnes s'expriment. Hein. Je suis d'abord frappé par la gratitude des personnes. Gratitude pour tout ce qui est fait. Même quand on pense qu'il n'en est pas fait assez, il y a de la gratitude qui s'exprime. Ça, je crois que c'est une chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, je pense qu'elles ont vécu des crises déjà. Une de mes grandes tantes me rappelait que quand je lui expliquais que ma chambre était dans un sous-sol, une pièce enterrée ou semi-enterrée au Canada, c'est normal, mais chez nous, pas tellement. Et elle me disait, oh, mais nous, on a passé la guerre dans la cuisine qui était au sous-sol. Donc, elles ont vécu des choses déjà, elles en ont traversé. Un aspect qui sera important, c'est tout ce qui est, on parle déjà de tout ce que sont les traumatismes liés à cette crise et à cette pandémie pour tout le monde. Hein. Le fait de ne pas avoir pu vivre un deuil de façon habituelle, ne pas avoir pu dire au revoir à des personnes qui sont mortes, ne pas avoir des contacts réguliers, tout ça est important. Mais on se rend compte aussi que chez ces personnes-là, il y a des traumatismes très anciens qui reviennent. Donc, si notre génération a 40, 50 ans, eh bien, ce sont encore des choses liées à cette période de pandémie qui peut-être reviendront pour nous dans 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà penser maintenant, ou qu'est-ce qu'il y a à penser maintenant pour aborder ces questions-là? Il y a aussi des capacités d'adaptabilité et de patience. Une de mes tantes qui habite ici dans le Manitoba, eh bien, tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec un téléphone portable, alors une version très simple, bon, parce que le moyen de communiquer, d'avoir une visite, c'est à travers la fenêtre en se parlant au téléphone. Bon. Eh bien, au départ, on pensait qu'elle n'y arriverait pas. Eh bien, petit à petit, les choses ont pu comme ça, ont pu s'installer. Je pense qu'il y a chez ces personnes aussi l'idée je trouve quelque chose qui est de l'ordre d'un regard positif sur ce qui se passe, pas dans tous les cas, hein, mais elles ont comme un radar pour repérer ce qui est positif et ce qui fait avancer. Et au fond, beaucoup me disent, mais ce que nous montre cette crise, c'est que c'est un arrêt de la course insensée vers le toujours plus. Tout d'un coup, la consommation diminue, alors peut-être pas dans tous les secteurs, hein, mais enfin, et il y a une espèce de freinage vers des choses plus simples. Alors, elles sont sensibles à ça, mais je pense que toutes les générations y sont sensibles d'une manière ou d'une autre. Et enfin, je voudrais mentionner un dernier élément qui est un sens de la communauté. Elles s'inquiètent davantage des autres que d'elles-mêmes. On a donc un réservoir dans la nation ou dans chaque communauté, chaque région, on a un réservoir de personnes qui, quand elles ne sont pas enfermées dans une inquiétude qui est quasi pathologique, est un réservoir de pensée pour les autres et pour la communauté. Et c'est l'absence de nouvelles qui génère alors de l'angoisse, de l'inquiétude, et quand les fragilités sont là, on va vite vers des syndromes de glissement. Bon. Donc, il y a certainement
un enseignement à tirer qui est cette qualité de présence, d'attention et de relation. Mais en tout cas, ou démissionner trop vite en disant qu'elles n'ont plus ou pas accès aux moyens de communication. On voit que la télémédecine, par exemple, prend une place qui est plus importante maintenant, notamment pour les polypathologies. Alors, pour tous les âges, hein, mais enfin, ça concerne aussi les aînés. On voit bien que malgré tout ce que l'on pourra faire, il faudra toujours quelqu'un à côté des personnes pour s'assurer qu'elles manient correctement l'outil. Bon. En tout cas, je vois que dans les normes qui sont prises pour tout ce qui est distanciation sociale, contact et autres, je vois que tant qu'on fait des choses dans des lieux plus ou moins aérés, quand on fait des choses en limitant des contacts à 30 minutes, ben, on limite déjà beaucoup les choses. Les relations, on peut les avoir à travers une fenêtre, on peut les avoir de différentes façons. Elles ne doivent pas forcément être longues. Une visite ne doit pas forcément être longue. Donc voilà, il y a des choses qui, je pense, nous invitent à être davantage inventifs et peut-être aussi simples dans ce que l'on fait. Pour beaucoup, comme toujours, c'est qu'ils ont des facultés d'adaptation qui m'épatent, qui me surprennent. Ils sont sages, ils s'adaptent, ils ne se plaignent pas trop, ils font avec. Alors ils sont tristes, certains sont tristes, d'autres sont inquiets, mais je trouve que dans l'ensemble, ils s'adaptent vraiment assez bien à ce qui se passe. Et ils nous ont appris que, c'est difficile à dire, mais à la fois, eux, ils étaient complètement démunis. Celles que je connais moi sont davantage, évidemment, dans des lieux collectifs, puisque c'est là que je fais mon bénévolat et que j'ai la malchance de ne plus être entourée de personnes âgées puisqu'elles sont décédées. Et donc, je trouve qu'elles m'apprennent qu'il faut tirer le meilleur chaque fois de ce qui nous arrive. Et elles ont des capacités de rebondir, de rester en lien les unes avec les autres, qui m'épatent, l'air de rien. Même si je vois que là maintenant, dans la durée, cette deuxième vague est vécue de façon beaucoup plus déprimante que la première. Je les ai trouvées beaucoup plus solides la première fois que cette fois-ci. Cette fois-ci, je les vois beaucoup plus pleurer, je les vois beaucoup plus tristes. J'en vois certains vraiment glisser vers la dépression, mais au point que je vois une personne, elle me parle de façon tout à fait claire et on discute de sa vie. C'est la première fois que je la rencontrais. La deuxième fois, une semaine plus tard, elle est complètement désorientée. Elle me demande de réparer la porte de sa chambre, de sa salle de bain qui sont complètement démontées alors que simplement il les avait ouverts dans le mauvais sens. Donc j'essaye de lui expliquer et voilà, il est désorienté. Et la troisième fois que je le vois, il est en soins palliatifs. Donc ça, c'est 3 jours après la deuxième fois. Je le vois, il est en soins palliatifs, couché dans son lit et proche de la mort. Ça, je suis vraiment, je vois des glissements comme ça. Alors, ils vont pas tous à cette vitesse-là et pas tous de cette manière-là, mais il y a à la fois un glissement déprimé et puis alors, il y a des personnes qui sont très en colère et du coup qui se fâchent surtout. Voilà, y compris sur la manière dont on fait leur lit, sur la manière dont on ne s'occupe pas d'eux. Et je me rendais compte, je disais ça à mon compagnon en rentrant de ma dernière matinée de bénévolat, en disant, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi qui m'assieds dans leur chambre avec eux. Toutes les personnes et je le vois parce que je suis dans leur chambre à un certain moment, toutes les personnes sont de passage. Elles viennent apporter un médicament, un repas, faire une toilette, enfin voilà. Et il n'y a plus personne qui s'assied, ce qui était un peu le rôle des visites, sans doute précédemment. Il n'y a aujourd'hui plus personne qui entre dans leur chambre, même leurs visites, puisque les visites se font à l'extérieur de leur chambre, des endroits prévus pour. Il n'y a plus personne qui prend une chaise, qui s'assied. Voilà. Et beaucoup de personnes me disent, je voyais un bonhomme qui était renversé sur l'étagère d'une dame, je dis, oh, votre bonhomme est renversé. Elle me dit, bah oui, d'habitude, c'est mon fils qui remet toujours de l'ordre sur mon étagère quand il vient dans ma chambre.
Avec une autre, j'ai un peu rangé sa garde-robe parce qu'elle avait perdu son t-shirt rouge, celui qu'elle préfère. Et en rangeant sa garde-robe, on l'a retrouvée. Elle disait, mais il n'y a plus personne qui vient ranger ma garde-robe. Son linge arrive dans des sachets plastiques et on le range dans sa garde-robe, mais elle ne voit plus trop ce qui revient, ce qui ne revient pas. Je trouve perdre le contact avec la famille, c'est perdre une série de choses autour. Je ne sais plus quelle est ta question de départ, mais voilà, c'est vraiment. Enfin, oui, ça me fait apparaître beaucoup de choses et c'est une situation très triste pour elle et j'espère qu'elle va se finir au plus vite. Je pense que ce que moi j'ai entendu en lisant les signalements, c'est en fait une question que je me suis posée. En fait, mais c'est quoi la vie? C'est quoi la qualité de vie en fait? On a entendu des gens nous dire mais bon, moi j'ai le droit d'accueillir mes enfants et tant pis en fait si jamais ça me coûte quelque chose. En maison de repos, des personnes nous ont dit mais si moi je dois vivre seule dans ma chambre, ben, je préfère mourir. Certaines avaient choisi de l'euthanasie avant le confinement. Elles se sont retrouvées un petit peu plantées là puisqu'ils ne pouvaient même plus avoir accès à leur médecin personnel. Et donc la qualité de vie était très importante. Et donc la vie, c'est pas seulement vivre, c'est aussi vivre dignement. Et je crois que ça, c'était quelque chose qu'on a entendu de manière massive chez les personnes âgées, mais aussi chez les jeunes qui nous disent aujourd'hui, quand on voit les signaux d'alerte des services de santé mentale à l'égard des jeunes, les jeunes disent la même chose. Si je dois vivre isolée chez moi, mais dans le fond, est-ce que c'est ça vraiment vivre? Et donc, peut-être que ces deux tranches de population qu'on oppose, souvent les plus jeunes et les plus vieux, nous envoient le même signal, à savoir la vie, c'est pas seulement une vie sanitaire correcte, c'est aussi pouvoir voir les gens qu'on aime, les serrer dans les bras. Et en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a le plus frappé dans le cadre de la crise aujourd'hui. Je crois que, en réfléchissant à cette question, c'est le mot résignation qui m'est venu. Je trouve que les aînés, encore une fois, il doit y avoir eu toute une palette de réactions très différentes. Il y a des aînés qui sont restés dans le contact grâce à des systèmes de vidéoconférence, grâce à des petites initiatives créatives qui ont été mises en place. Mais il y a beaucoup d'aînés qui se sont aussi résignés, qui ont déprimé. Et alors, il y en a qui se sont laissés aller. Hein, c'est le syndrome du glissement. Je crois que ça a été un peu le cas de maman. Un peu comme si, quand on ne sent plus qu'on a une place dans les relations, qu'on est investi comme une personne réelle, à ce moment-là, il peut se faire dans la vie qu'on se laisse comme ça aller. Et c'est un mouvement un peu mystérieux. C'est comme si on se laissait aller à rejoindre la totalité, le tout, plutôt que d'essayer de maintenir ensemble sa personnalité. Et donc, je trouve qu'il y a des personnes, quand j'entendais les interviews des personnes aînées, je trouvais qu'elles parlaient avec beaucoup de dignité de leur situation difficile. Certaines semblent déprimées, mais c'est important aussi de reconnaître que beaucoup de personnes âgées sont sans voix. Les personnes dans les homes sont souvent désorientées et donc là, elles n'ont pas de voix, ces personnes-là. Elles ne peuvent plus devenir acteurs comme nous, on peut encore dire des choses sur ce qui nous arrive. Et donc là, c'est important dans les homes qu'il y ait des gens qui décodent, qui soient attentifs à d'autres types de signes que les signes verbaux et les discours pour savoir où elles sont et comment aller les chercher en tant que personne. Donc voilà, moi je parlerai en gros de résignation. Mais je sais que certaines personnes âgées ont réagi en restant actives, mais je crois que ça a été quand même très difficile parce que
toute institution a un petit côté concentrationnaire, c'est-à-dire que l'individu est face à un système extrêmement puissant auquel il doit s'assujettir quelque part. Et donc, je pense que durant le confinement, en tout cas, et même après, avec tous les protocoles, on était dans un système prison et concentrationnaire. Et donc, voilà. Et dans un système concentrationnaire, on essaie de s'adapter comme on peut, et c'est souvent par la résignation, l'adaptation à la place qu'on nous impute. Donc, voilà. Donc là aussi, il y a une fameuse leçon, mais ça, c'est une question pour toutes les institutions, y compris celles de l'aide à la jeunesse, les IMP, etc. Ce qu'on a appris, c'est à se remettre en question, sûrement, de se dire que quel que soit l'âge de la vie où on se trouve, on doit pouvoir bénéficier des principes de base éthiques, de l'autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice distributive. Ici, on a l'impression effectivement que ça a été la justice distributive qui a probablement été à l'avant-plan et que l'autonomie a été négligée. Maintenant, moi, où je suis surprise, enfin, pas surprise parce que je le vois au quotidien, c'est finalement la force des personnes âgées qui, bon, je dirais, sauf s'il y a vraiment une atteinte sévère de l'état de conscience et du contact avec le monde extérieur, savent ce qu'elles veulent, souvent. Et malheureusement, on ne leur demande pas ce qu'elles veulent. Donc ça, je pense que c'est le point important à retenir, c'est de se dire que ayons du respect pour les personnes âgées, ne les oublions pas, elles font partie intégrante de la société. Et je pense qu'une société qui ne s'occupe plus de ses aînés, c'est une société en perdition, quoi. Des choses fondamentales. Je vais en citer 3. Les âgés sont des adultes, dotés de capacités de discernement, de capacités de jugement et de capacités d'autodétermination. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est moins le cas du fait d'une maladie neurodégénérative, les personnes qui se substituent à eux, donc les aidants familiaux, les aidants professionnels, doivent le faire dans le respect, avec l'objectif du bien de la personne, pas du bien du système qui les entoure, du bien de la personne. Deuxième chose, c'est que l'âge en soi ne dit rien sur l'état de santé, ne dit rien sur l'indépendance, ne dit rien sur les capacités d'autonomie, ne dit rien sur la capacité d'une personne à répondre à un traitement. C'est la connaissance approfondie, multidimensionnelle d'une personne qui nous permet éventuellement de décider d'une abstention thérapeutique si la connaissance que nous avons d'elle nous dit que ce qu'on va lui proposer, lui infliger, parfois comme traitement et comme examen, entraînera plus de souffrance que de bienfaits pour elle, ou finalement aura un nouvel rapport bénéfice-risque pour elle, altérera sa qualité de vie, entraînera de la souffrance. Donc là, on peut le faire sur cette base-là, mais pas sur la base de l'âge. Ce n'est pas acceptable. Troisième chose, c'est que ça, c'est quand même très évident si on l'avait oublié, c'est que pour beaucoup de personnes âgées, et en particulier celles qui sont en institution, la relation avec leurs proches est vitale. Et quand je dis vitale, là, c'est au sens premier du terme. On les en prive, on les désespère, et en les désespérant, on les fait mourir. Donc si déjà tout ça est bien conscient à la tête de tout le monde, je pense qu'on pourra faire quelques progrès. C'est vrai qu'on avait beaucoup de craintes par rapport aux patients, par rapport à nos patients aînés, de les confiner, de diminuer les visites et tout ça. Et on avait beaucoup de craintes au niveau de pouvoir devoir gérer des problématiques psychiatriques encore plus importantes. Et quand on a vu, ils ont bien géré. Et c'est clair qu'au niveau des patients, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu croiser, parce qu'ils étaient confinés dans le bâtiment, nous on rentrait. On faisait nos 8 heures, on rentrait chez nous, on côtoyait quand même notre famille beaucoup plus régulièrement. Eux, c'est vraiment la tolérance, je dirais, la patience. Et
le respect et l'entraide entre eux aussi, moi, je trouvais vraiment ça très positif. Et en tous les cas, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ça a mis en évidence la place que les aînés prennent dans notre société. Le fait de ne plus pouvoir accéder à nos aînés, quelque part, a montré un peu le vide que ça a créé, a mis en avant les besoins qui étaient assouvis parce qu'on avait des liens avec eux. À partir du moment où on coupe le lien, ben, le manque se fait beaucoup plus sentir et on constate vraiment la place qu'ils peuvent prendre dans notre vie de tous les jours. Et donc, ça aussi, je pense que quand le confinement et qu'on pourra limiter vraiment, quand le risque sera vraiment limité, je pense que là, les aînés vont reprendre une certaine place dans notre société. Et je pense que leur place est bien méritée en tous les cas. Parce que les sacrifices qu'ils ont dû faire sont énormes. Et puis nous, ce qu'on aura pu constater, c'est vraiment ce manque, le fait qu'ils ne soient pas là. Quelque part, on s'est rendu compte qu'ils servent encore à quelque chose, entre guillemets. La résilience, je pense. La résilience. On se dit, c'est comme ça qu'on nous traite. Ben oui, on n'a pas beaucoup de choix parce que si on n'accepte pas, on va avoir des amendes. On nous empêche d'aller sortir notre chien ou de rappeler notre chat dans la rue après 22 heures, alors que le virus, et les virus en général, les horloges, ils s'en fichent. Je ne sais pas très bien. C'est difficile à dire maintenant puisqu'on est encore en plein dedans. Donc, il faudra attendre quelques années, prendre du recul et voir. Moi, je pense que la plupart des personnes âgées que je connais sont très en colère. Parfois, sont un peu désespérées parce qu'on ne voit plus personne. Moi, je n'ai plus vu ma fille et mes petites filles depuis 11 mois parce qu'elles habitent en France. C'est long. C'est très long. Le problème, c'est qu'on commence à s'y habituer. Alors, je ne sais pas si du côté des jeunes, c'est comme ça, mais de notre côté, on dit, oui, c'est long, c'est difficile, mais on s'y habitue. Et je ne sais pas, ça, moi, je ne peux pas faire de prospective. Je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau humain dans, on va dire, 10 ans peut-être, ou même 5 ans, par rapport aux adolescents qui n'auront pas vu leurs grands-parents, aux petits-enfants qui ne les voient pratiquement plus, et les bébés qui ne voient plus que des gens masqués. Moi, j'essaie de me mettre à leur place. Ça doit faire bizarre de ne pas être capable de lire sur le visage d'un humain ce qu'il pense, ce qu'il a envie de dire, parce que quand on est bébé, on ne comprend pas le langage parlé. Et ça, ce sont les pédiatres et les spécialistes des enfants qui peuvent vous le dire, mais c'est important aussi. Qu'ils avaient une vie, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient un environnement familial, que c'était des gens ouverts, que c'était des gens généreux, généreux, ouverts, et qui avaient une énorme richesse. Et j'ai relu des articles, une interview. Ils ont appris qu'on voulait pas qu'il fallait qu'ils méritaient une attention aussi bien sur le plan affectif que médical, et une attention particulière, et ne pas le traiter tout le monde de manière uniforme. Et j'ai relevé les mots d'une personne, d'une femme, je ne sais plus son âge, en EHPAD, qui disait, elle a été privée de tout lien social, de relations. Elle disait, je préfère vivre que mourir. Et je pense que ça veut tout dire. Voilà. Et on a parlé de longévité, et cette femme dire, je préfère vivre moins longtemps, mais vivre bien et vivre mieux. On dit après chaque crise, mais c'est se souvenir des leçons de celle-ci. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Et évidemment, ma casquette de chercheur en psychologie me fait dire aussi que l'important, c'est de garder l'humain au centre. Peu importe l'approche qu'on veut avoir, peu importe les décisions qui doivent être prises, il ne faut pas oublier
la personne qu'on cherche à protéger. Dans ce cas-ci, c'était les personnes vulnérables et le personnel soignant. J'ai l'impression qu'en cours de route, cet objectif initial de protection a peut-être été trop loin ou a peut-être été... Je ne dis pas que je vais réécrire l'histoire moi-même, mais je veux dire, il faut en tout cas se dire qu'à l'entame ou à l'abord, en tout cas, de prochaines crises, il faudra bien prendre en compte que les moyens qu'on veut mettre en place pour protéger des personnes peuvent avoir l'effet totalement contraire à celui qu'on désirait avoir et finalement peuvent représenter un risque plus important. Donc, la décision de santé publique devait être posée, mais il faudrait mieux prendre en compte l'entièreté de la personne et pas juste sa santé physique. Donc, on parle ici de solitude, mais surtout de santé mentale qu'il faudrait prendre en compte. Et en même temps, une autre leçon, je pense qu'il faut tirer, c'est que cette crise, comme je le disais, a révélé énormément de fragilités qui étaient déjà existantes. Et c'est d'utiliser cette crise et les crises à venir comme en fait autant de révélateurs, si je puis dire, de catalyseurs des choses qu'on ne voyait peut-être plus au quotidien et des fragilités individuelles et sociétales qui peuvent déjà être présentes à l'origine. On devrait toujours être attentif, et le Covid le met certainement encore plus en évidence, c'est à la vie des personnes âgées, c'est à leur demander ce qu'elles veulent, c'est qu'elles privilégient, ce qui est important pour elles, et c'est arrêter de décider pour eux une fois pour toutes et pour longtemps, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu au journal télévisé un journaliste qui allait interroger une personne âgée, et puis à un moment donné, la personne âgée lui dit, elle est chez elle, et lui dit, vous n'entreriez pas boire un café? Alors qu'elle connaît la règle, elle sait qu'elle ne doit pas, mais à un moment donné, elle se dit, bon, finalement, un café, vous mettrez votre masque, je mettrai mon masque aussi. Et donc, c'est cette possibilité de transgresser, parce que c'est important pour nous à un moment donné, et de se mettre quand même des balises pour ne pas se mettre en danger, on leur a enlevé complètement, notamment pour les personnes qui sont dans des milieux collectifs. Et donc, tirer la leçon de arrêter de décider pour les autres, c'est ce que j'aurais déjà voulu avant ce passage du Covid, et je trouve que le passage du Covid, au lieu de l'arranger, l'a aggravé, c'est qu'on leur demande encore moins leur avis et on leur impose des choses qui ne sont pas bonnes pour elles, contrairement à ce qu'on pense. J'ai toujours pensé que l'enfer était pavé de bonnes intentions, mais ici, la sauvegarde de la vie de la personne âgée, en la préservant de tout lien social avec sa famille, avec ses proches, et donc de tout lien social, parce qu'il ne faut pas rêver, les professionnels, ils sont bien gentils, ils sont bienveillants, ils ont un sourire, etc. Mais ce n'est pas un lien social de nature privée, familiale, tendre, comme les personnes peuvent l'avoir avec leur famille. Il n'y a aucun membre du personnel, ni même moi bénévole, qui aime un morceau de tarte le dimanche, quoi, pour reprendre une expression d'un autre travailleur que je connaisse. Voilà, cette partie-là est complètement enlevée de leur vie. Et donc ça, je ne sais pas comment on va faire, mais il faudra vraiment qu'on en tire profit. Et j'espère que c'est un peu comme l'enseignement à distance. J'espère que ça ne va à l'inverse pas accroître l'idée qu'on peut décider pour les personnes âgées si finalement c'est pour leur bien. J'espère que ça va être une façon de réfléchir, ça va changer nos façons de réfléchir plutôt que de renforcer la façon de réfléchir, de dire... parce que d'être comme ça en contact au plus proche avec aussi des personnes désorientées, je me rends compte, tiens, finalement, quand on prend le temps, quand on vient régulièrement, moi, j'ai été épatée de ce que je ne m'y attendais pas du tout. Je suis tombée souvent de ma chaise avec elle, mais je suis épatée quand on consacre du temps à une personne désorientée. Alors, peut-être pas toutes les personnes désorientées et peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, des temps de conversation que j'ai pu avoir avec elle. Et je trouve que, et ça m'apprend ça, ce temps que je consacre à la papote, alors avec l'avantage d'être protégée de toute autre contrainte, me met en évidence quand même qu'une personne désorientée, l'air de rien quand on lui consacre du temps, mais il faut du temps, peut vraiment vous expliquer pas mal de choses. Et j'ai appris du vocabulaire. J'ai appris d'ailleurs que par une personne âgée qui me parlait de sa femme préférée, et je ne savais pas trop ce que c'était une femme préférée, j'ai appris que pour lui, en tout cas, c'était sa maîtresse. Et je trouvais que femme préférée avait du sens. Du coup, ça donnait un sens. Donc, il a eu une femme qui est décédée, et puis maintenant, il avait une autre femme qu'il appelait sa femme préférée, et qui a probablement un peu court-circuité le moment où il était avec sa femme. Voilà, il m'a appris plein de choses, ce monsieur, notamment sur la désorientation. Mais ça nécessitait que chaque fois que je passe à la maison de repos, j'aille le voir au moins 20 minutes, une demi-heure.
mais j'ai appris plein de choses de sa vie, alors que normalement, il n'est pas censé, on me l'avait présenté comme quelqu'un avec qui je ne devais pas passer trop de temps parce qu'il était très énergivore et qu'on ne comprenait de toute façon rien. J'ai passé beaucoup de temps et il n'a pas été du tout énergivore et j'ai appris plein de choses. Voilà. Faire mieux, c'est peut-être déjà tirer les leçons de ce qu'on a mal fait, donc essayer de lister ce qui n'a pas été fait correctement, c'est remettre l'humain à l'avant-plan avant les considérations politiques et économiques. Donc, c'est se dire, ben voilà, pour faire mieux pour la prochaine fois, parce que des pandémies, il y en a toujours eu, on en aura toujours, et avec la mondialisation et des mouvements de population, on en aura sans doute plus qu'auparavant. C'est de se dire, avoir des plans clairs de gestion à tous les niveaux, en termes de matériel de protection, en termes de respect des différentes couches de la population, de gestion des hôpitaux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mieux faire. Mais essentiellement, je pense que ce qui a manqué, c'est un problème de communication et de transparence. C'est-à-dire avoir le courage de dire, oui, nous n'avons pas été prudents auparavant. Je veux dire, il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs et de se dire que oui, nous avons mal fait, nous aurions dû garder, par exemple, pour les masques, un stock de base. Voilà. Ça aurait été, je pense, beaucoup mieux perçu par la population plutôt que dire il faut porter, il ne faut pas porter, oui, dans certaines conditions. Si on avait eu l'honnêteté de nous dire, voilà, on devrait vous dire de porter un masque, mais on ne vous le dit pas parce que malheureusement, on n'en a pas. Et ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait permis aussi une solidarité de se mettre en route. Et à l'échelle individuelle, chacun aurait pu confectionner son masque et on aurait gagné 3 mois, 3 mois et de nombreux morts. Donc, ça, je pense qu'en termes de ce qu'il faut mieux faire, donc c'est la transparence, la communication. Et se dire que quel que soit son âge, chaque personne a une valeur identique et qu'il n'y a pas de laisser pour compte dans la société. Et qu'au contraire, je pense que le respect de nos personnes âgées est quelque chose de fondamental. Merci. Mais j'ai quand même 7 points que je voudrais détailler. Donc, en premier lieu, il faut très rapidement résoudre le problème du financement du personnel et de l'équipement des institutions de soins, hôpitaux, MRS. Il faut également se poser la question de la pertinence du système actuel. Je veux dire que nous avons des hôpitaux, nous avons des MR, nous avons des MRS. Il faut réfléchir à la possibilité de créer des services médicalisés, je dis très médicalisés, donc vraiment sur le modèle hospitalier, de moyen séjour, avec mission de revalider les personnes âgées qui sortent de gériatrie, pour éviter les réadmissions hospitalières qui sont extrêmement fréquentes, parce que les gens sortent après une durée moyenne de 10 jours, quelque chose comme ça, fatalement, ils ne sont pas guéris. Il faut du temps pour que les gens reprennent pied. Il faut vraiment les revalider. Il ne suffit pas de les mettre dans un lit de court séjour, il faut les revalider. Et ça permettra d'éviter les réadmissions, ça permettra également d'éviter la trajectoire, qui est souvent une trajectoire irréversible, hôpital, MRS. On ne rentre pas chez ça, ce n'est pas possible parce qu'on est sorti trop tôt. La troisième chose, c'est de se dire que les MR, donc les maisons de repos, sont principalement des lieux d'hébergement. On y soigne les gens, bien entendu, mais ce sont des lieux d'hébergement. Donc, dans un lieu d'hébergement, le modèle hospitalier n'a pas sa place. Quand on est dans une relation de soignant à soigné, c'est une relation asymétrique qui fait que l'individu est plus incapacité que promu à maintenir ses capacités. Et il faut revoir ça totalement. Il faut changer de modèle. Ben, vous savez qu'en Belgique, il y a quelques maisons de retraite qui appliquent le modèle TUBE, TUBE, qui a été promotionné, étudié également par la Fondation Baudouin, et dont le principe de base est assez simple.
C'est-à-dire qu'on donne aux résidents voix au chapitre dans l'organisation de leur vie quotidienne. C'est basique, hein, vous me direz. Voilà, c'est basique. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans dans une maison de retraite. Et une des plaintes des personnes âgées que je rencontre moi qui sont en maison de retraite, c'est que du moment où elles entrent en maison de retraite, n'importe quelle petite bonne femme, je cite quelqu'un qui m'a dit ça, n'importe quelle petite bonne femme peut me dire comment je dois vivre, alors que j'ai 60 ans de plus qu'elle. Donc, ce n'est pas acceptable, on ne promue pas la dignité des gens, donc il faut vraiment revoir ce modèle. Alors, en même temps qu'on adopte ce nouveau modèle, il faut également réintégrer les familles. Donc, une des choses marquantes, et je vous parlais tout à l'heure de l'émission de France 3 sur les EHPAD, un des grands motifs de souffrance des familles, c'était qu'elles avaient été totalement mises hors jeu. Elles étaient out physiquement, je veux pas dire, mais on ne les informait pas non plus. Quand on les informait, on a montré par la suite que beaucoup d'informations étaient erronées. On leur disait que tout allait bien alors que rien n'allait bien du tout. On s'est aperçu également que la communication de certains groupes privés, que je ne vais pas citer, qui sont cités dans l'émission, mais enfin peu importe, certains groupes privés étaient davantage dictés par la préoccupation de ne pas faire peur à leurs actionnaires que par vraiment sauvegarder la situation dans la maison de retraite. Et donc, les familles souffraient énormément de cela. Donc, il faut réintégrer les familles aussi pour pouvoir leur permettre de participer avec les résidents, pas à la place. Hein. Donc, ce n'est pas la famille qui va venir comme un résident, parce que sinon, on n'a rien gagné, mais qu'elle fasse partie du système décisionnaire sur l'organisation de la vie. Il faut rappeler également que depuis 2002, nous avons une loi relative aux droits du patient. Il suffit de l'appliquer. Il suffirait de l'appliquer et la Ligue des usagers des soins de santé a récemment fait part de sa vigilance par rapport au respect de cette loi sur le droit des patients. Bien entendu, c'est basique. Le KCE a sorti récemment un rapport où il plaide pour la mise en place d'un plan national et ou régional de surveillance de la maltraitance vis-à-vis des personnes âgées. Ce n'est pas vous que je dois apprendre ça, je suppose. Et voilà, il faut en effet que ce soit fait. Il faut éduquer, il faut éduquer. Malheureusement, il faut surveiller aussi parce que éduquer ne suffit pas toujours. Mais il faut bien se dire aussi que si on met les gens dans une situation invivable, je parle des soignants, on favorise la maltraitance qui a multiples formes, comme vous le savez. Et enfin, nous qui sommes sur le terrain, nous qui ne faisons pas les lois, il faut inlassablement continuer à éduquer, à expliquer, à rappeler aux gens que les principes dont on vient de parler, il faut leur rappeler qu'une personne âgée n'est pas rien qu'un vieux. Une personne âgée, c'est un individu, un adulte avec ses besoins, ses aspirations, son passé et toute sa richesse d'être humain. Je pense que si on fait cette chose-là, ce sera très bien aussi.